BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Nous sommes jeudi, il est 10h48 et on retrouve donc Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Quel est votre sujet cette semaine ? Eh bien écoutez, cette semaine comme prévu, on poursuit notre comité de gestion en ouvrant les votes pour savoir quelle valeur devrait remplacer Bell entre Pernod Ricard, Rémy Cointreau, Danone, Unibel ou encore Carrefour ou Casino, ou si finalement il ne faut pas rester sur le secteur de la consommation de base. Est-ce qu'on a de nouveaux arguments du côté des auditeurs ? Non, pourquoi ? Parce que je profite honteusement aujourd'hui de ce temps d'antenne pour faire de la pédagogie. Je commence malgré tout par répondre à la question de MC qui me dit comment participer à la communauté de Marché Gagnant sachant que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Eh bien c'est simple, vous allez sur le site Marché Gagnant, il y a une page sur ce dossier-là avec des arguments commentaires, vous postez les votes, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Je précise tout de même que si le commentaire est inapproprié, instruction est donnée de ne pas les valider et il y a aussi un espace pour le vote et faire valoir son choix. Bon, alors vous feriez quoi ? De la pédagogie comme à l'habitude. La dernière fois, quand on avait regardé, c'était le dossier des télécoms, on avait beaucoup parlé de rendement. On se rappelle, le choix avait été porté sur Orange. Orange qui a publié ses résultats ce matin, qui n'ont pas enthousiasmé le marché. Le titre progresse très légèrement. Donc, on s'était aussi focalisé sur les relais de croissance avec la cybersécurité. Et puis, pour être franc, je me rappelle plus du troisième argument qu'on avait retenu pour investir dans cette boîte. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on creuse quelques idées à regarder quand on s'intéresse à une valeur. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, Cédric, par un petit jeu. Quel est le point commun entre la maison mère de Free, c'est-à-dire Iliad, et Bell ? Les deux ont été dans le portefeuille BFM Patrimoine Marché Gagnant, non, c'est ça ? Ouais, alors les deux ont été vendus, mais je vous donne qu'en demi-point. Je vous redonne un autre argument, un autre indice, c'est en 3 lettres. Ces 3 lettres, je précise, c'est pas SRD, avec lequel vous venez d'en discuter avec Aldo Sicurni. Et je précise d'ailleurs, dans le cadre de notre portefeuille, que le SRD n'est pas applicable dans le plan d'épargne en action, c'est seulement utilisable sur un compte titre ordinaire. Donc 3 lettres, c'est mon indice. Vous me répondez quoi ? Elles ont quitté le portefeuille parce qu'elles ont fait l'objet d'une offre publique. Une offre publique OPA, offre publique d'achat pour Iliad, de la part de la holding personnelle de Xavier Niel, et OPR pour Bell un peu plus tard. Alors au passage, d'ailleurs dans les deux cas, on a vendu nos titres sur le marché avant l'offre. Avouons-le, ce fut un formidable coup de bol sur Iliad car nous n'avions pas vu l'offre venir. Mais comme on voulait la vendre, on avait mis un ordre limite. Et puis le jour où ça a été annoncé, on en a profité. Et dans le cas de Bell, en revanche, c'était un peu différent parce qu'on voulait clôturer l'opération en 2021 et l'offre avait pris un peu de retard. Et alors, vous venez de me dire, on les a vendus, dans les deux cas c'était une offre. Si je vous demande de me trouver un troisième point commun. Il y avait un actionnaire majoritaire. Exactement. Et voyez-vous, quand vous investissez en bourse, sans vouloir vous en préoccuper au quotidien, comme on essaie de le faire, eh bien, on se dit qu'on va passer un certain temps avec d'autres personnes. Alors, moi, je vous le dis très clairement, autant savoir avec qui on va partager le dîner, ça peut être un bon moyen de savoir comment le repas va se passer. Alors justement, on est sur des sociétés anonymes avec des titres matérialisés et ça va pas être facile. Et pourtant, je vais vous dire, on peut avoir aisément de l'info. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la réglementation prévoit que certains franchissements de seuil doivent être déclarés publiquement. Ainsi, il existe sur le site de l'autorité des marchés financiers une base de données, son nom c'est BDIF, où les franchissements de seuil sont mentionnés. Par exemple, je suis allé la voir hier soir, eh bien je peux vous dire que le 14 février, Norges Bank a déclaré avoir franchi à la hausse le seuil des 5% des droits de vote dans la société le chimiste Arkema et que suite à des achats d'actions, elle détient désormais 5,90% du capital et 5,15% des droits de vote. Vous avez l'habitude de nous trouver des solutions simples, facilement transposables pour Choupinette. Et là, vous voulez qu'on épluche une base de données des informations financières de l'autorité des marchés financiers. Non, je vous rassure, je vous explique juste pourquoi, en dépit de votre remarque tout à fait pertinente de tout à l'heure, qu'on peut finir par connaître, par avoir le nom des actionnaires et leur poids. Alors pour faire simple, puisque vous le dites pour Choupinette, on essaie de faire simple, allez sur n'importe quel site avec des cours de bourse, donc surtout pas Marché Gagnant, car pour éviter la ductiture des cours, on n'en publie pas. Vous cherchez dans la boîte l'onglet Société, ils sont à peu près tous faits pareil, et vous allez voir ce que l'on sait de la répartition de l'actionnariat. C'est pas mis à jour au jour le jour, mais sur le fond, on s'en moque. Et vous nous dites, cherchez les actionnaires pour voir avec qui on va dîner.
Alors, premier réflexe, en fait, je veux dire, regardez le poids des actionnaires qui sont non identifiés. Dans le jargon, on appelle ça le flottant. Et c'est intéressant de se livrer à l'exercice. Pourquoi ? Alors, dans notre dossier du jour, les flottants, ils vont de Clopinette pour Unibail, 39% Pour Unibel, pardon, 39% pour Casino, 42% pour Rémy Cointreau, 50% chez Pernod Ricard, 65% chez Carrefour et 66% chez Danone. Ça, c'est le pourcentage du capital qui est non identifié. Ensuite, vous pouvez effectivement creuser pour voir le plus gros actionnaire. Alors, chez Unibel, ce sont les familles d'origine avec un score colossal. Chez Casino et Rémy Cointreau, donc on voit qu'on a des flottants qui sont inférieurs à 50%. On a des profils qui sont très légèrement différents. Chez Casino, le groupe Rallye a 52% du capital. Chez Rémy Cointreau, la holding hors part de la famille Herriard-Dubreuil a que 39%, mais quand on regarde les documents de référence annuels, on voit que d'autres actionnaires importants sont liés à la famille. Bon, mais c'est bien ou c'est pas bien d'avoir un actionnaire majoritaire ? C'est une information. Avec nos 1 400 € à investir sur une valeur, on se doute bien, Cédric, qu'on ne va pas faire la pluie et le beau temps sur la stratégie de la boîte. La question, c'est est-ce que d'autres petits, mais potentiellement plus gros, sont susceptibles de faire des choses. En pratique, si vous avez un actionnaire qui a plus de 50% du capital, c'est à prendre ou à laisser pour le minoritaire. Autrement dit, sur le passage, dans une société, on arrive à avoir le capital avec des seuils bien plus bas. Parfois, on arrive à contrôler une société avec seulement 20% du capital. Et puis, rappelez-vous, il y a un autre système qui existe, c'est le système des commandites par action où statutairement, le boss, il est quasiment inamovible et ça finit parfois par faire boum. Oui. On se rappelle le dossier Lagardère. Bon, vous semblez un petit peu cracher sur les boîtes avec un actionnaire majoritaire. Bell et Iliad, c'était le cas. Donc, et on n'a pas eu à se plaindre ? Non, pour l'instant, je ne crache pas, j'éduque. J'éduque en disant qu'il y a plusieurs profils de boîtes. Il y a des boîtes, finalement, où le capital est très dilué et où le management, il est à la fois puissant, parce que le capital est dilué, mais il est à la fois aussi toujours en risque. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de gros actionnaires pour le soutenir. Et puis, il y a des boîtes où il y a de gros actionnaires qui décident de tout. Et pour le petit, c'est un peu au petit bonheur la chance. Alors, Bell et Iliad, ça s'est pas trop mal passé, vous avez raison. Mais je ne suis pas certain, par exemple, que les petits porteurs de Natixis qui se sont fait sortir par BPCE soient aussi favorables que vous sur l'aspect positif de l'actionnaire majoritaire. Alors, regardez le profil d'une société, son flottant, la répartition de son actionnariat, ce sont finalement des sujets de gouvernance. Ouais, et sur le sujet, le point important, c'est, entre guillemets, c'est pas la part du capital, c'est la part des droits de vote. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de savoir combien pèse chacun d'un point de vue politique dans l'entreprise. Cela dit, vous le savez, si on parle de gouvernance, il y a eu un véritable sujet de gouvernance dans notre secteur des consommations de base. C'est quoi ? C'est le départ du patron de Danone, Emmanuel Faber ? Exactement. Deux fonds virulents sont montés au créneau, notamment sur le sujet du cumul des fonctions de président et de directeur général. Et là encore, on peut faire de la pédagogie. Schématiquement, en fait, vous avez deux systèmes. Un, c'est le cumul de la fonction président, directeur général. Sur le fond, c'est le principe du quinquennat. Un président et une majorité assurée, bref, une concentration maximale des pouvoirs. Deux, vous avez des fonctions dissociées. Un président qui préside et un directeur général qui dirige. C'est plus proche du septennat, d'autant qu'on peut avoir des situations de cohabitation où le président est un réel contre-pouvoir au directeur général. Alors actuellement, les investisseurs n'aiment pas trop la concentration des risques, donc n'aiment pas trop la concentration des pouvoirs. C'est la raison pour laquelle on assiste de plus en plus à cette dissociation. Et au passage, c'est ce qui est en train de se passer sur notre précédent dossier sur le secteur des télécoms. Ouais. C'est Orange où on est en train de dissocier les deux fonctions. Alors revenons au secteur de la consommation. Est-ce que on est plutôt dans un mode dissociation ou regroupement des pouvoirs ? Alors là encore, on est toujours très pragmatique. Dans les entreprises où il y a un contrôle des droits de vote, la question, on s'en fout un peu. Mais pour autant, je vais vous répondre. Donc, chez Carrefour, on a un PDG, en la personne de Jean-Charles Naouri. Chez Rémy Cointreau, on a un président et un directeur général qui s'appelle Éric Vallat. Là où c'est intéressant de regarder ces histoires de fonctions, c'est justement dans les cas où le capital est plus ouvert. Alors, à l'évidence, je vais vous le dire,
Le secteur, il n'est pas très moderne. Alexandre Ricard, chez Pernod Ricard, PDG. Alexandre Bompard, chez Carrefour, PDG. Et finalement, il n'y a que chez Danone où les fonctions ont été séparées suite à l'affaire Faber. Alors aujourd'hui, on a voulu attirer l'attention sur les critères de gouvernance. Maintenant, on fait quoi ? Eh ben, on se rend sur le site de Marché Gagnant, on clique sur l'article « Quelle valeur pour remplacer Bell ?» On vote, on met un argument. Je précise, comme la dernière fois, il y a une option supplémentaire qui existe, c'est on n'investit pas sur le secteur, notre méthode nous l'autorise. On cumule les données pendant environ 15 jours et début mars, on tranchera. Jean-François Filiatre et Marché Gagnant, on se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. S'il y en a. Il y en a.